Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, la nouvelle depuis peut-être 2 mois quasiment. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau nous intéresser aux SCP, à 3 SCP français, mais il faut savoir que je ne vais pas vous représenter à nouveau les indices de menace ainsi que leur niveau de sécurité, savoir si c'est sûr, Euclide, s'ils sont verts, orange, etc. Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus sur ces catégorisations, dont certaines sont purement françaises, n'hésitez pas du coup à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, je vous le mets dans le petit i ici. Et avant qu'on commence la vidéo, je voulais faire une dernière petite parenthèse par rapport au fait que il n'y a pas forcément beaucoup d'images d'illustrations pour ces SCP, donc vous allez beaucoup me voir aujourd'hui. J'ai peut-être 5-6 photos par SCP, même pas pour certains. Donc vraiment, c'est pour cette vidéo, malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer grand chose, mais je compte sur votre imagination pour que ça fasse tout le travail en écoutant ma voix. Et en tout cas, si jamais ces vidéos ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 50 000. Le premier SCP dont nous allons parler est le SCP-006-FR, considéré comme Euclide avec un niveau de menace orange. Il s'agit d'un SCP humanoïde de type caucasien, pesant 112 kg, mesurant 1,87 m et parlant uniquement le russe. Il est décrit comme portant un tablier de cuisine taché de sang ainsi qu'une toque de boucher, et il porte également en dessous une chemise à carreaux et un pantalon beige. En plus de sa tenue, il porte majoritairement des ustensiles de cuisine et plus spécifiquement de boucher, des hachoirs, des couteaux, des trucs comme ça. Et il a été remarqué qu'il a une force environ 5 fois supérieure à celle d'un homme qui aurait à peu près la même carrure. Bien qu'il ne représente pas entre guillemets un danger, parce que des vraies attaques de la part de ce SCP, il y en a très peu qui ont été recensées finalement. Enfin, la dernière caractéristique qu'il est important de noter pour ce SCP, c'est qu'il a une résistance aux dégâts finalement largement supérieure aux êtres humains classiques, car vous vous en doutez, de par la fondation SCP, il y a des tests qui ont été menés, et c'est des constats qu'ils ont pu faire. Il ne vient par ailleurs pas seul, car SCP-006-FR existe au sein de SCP-006-01-FR, une boucherie de 5 mètres sur 10 mètres dans laquelle le SCP peut se téléporter à volonté. Cette boucherie ressemble à n'importe quelle boucherie avec un comptoir, une entrée au magasin, ainsi qu'une réserve située derrière le comptoir. La boucherie a la faculté de se téléporter n'importe où tant que sa porte d'entrée est fermée, et elle peut se placer entre 2 boutiques déjà existantes sans que cela ne choque les habitués ou les habitants. Par ailleurs, juste petite parenthèse, je m'excuse pendant la vidéo si vous entendez des petits clics sur le sol, je suis toute seule chez moi et mon chien adore faire des allers-retours, et c'est soit ça, soit les gros bruits de grattage contre la porte, donc voilà, genre ça. La première apparition connue de ce SCP est durant les années 40, là où ils furent trouvés pour la première fois par la Fondation, mais ils ne furent pas capables de le capturer immédiatement. Pourquoi? Parce que finalement, de par cette faculté de téléportation, le SCP est très dur à trouver, ou à savoir où il se téléportera ensuite, et surtout il se téléporte assez rapidement d'un endroit à l'autre. Il fut capturé uniquement en 1996 par la Fondation, alors qu'elle fut capable du coup d'identifier son endroit avant qu'elle ne se téléporte. Un groupe d'unités spéciales fut alors envoyé pour capturer du coup ce SCP, donc la boucherie avec le SCP à l'intérieur. Ils durent pour ce fait détruire tous les bâtiments autour du SCP et remorquer ce SCP jusqu'au site Alep afin qu'il soit confiné. Là-bas, il y a des mesures assez strictes pour le garder confiné parce que comme vous savez, si le rideau d'entrée se ferme, il se téléporte et du coup il doit se trouver impérativement à l'intérieur du SCP 3 membres du personnel de classe D, des végétariens, je vous expliquerai après pourquoi végétariens, et également à l'extérieur du coup du SCP et de la boucherie, il doit y avoir 6 gardes armés qui gardent la sortie et leur but est du coup de veiller à ce que jamais la porte ne se ferme. Cette faculté de téléportation rend très dur la capture du SCP, mais également son confinement, et durant les déplacements précédents qu'il a pu faire, la Fondation a pu établir qu'il se déplace en général dans des endroits très peuplés, et la distance maximale à laquelle il s'est téléporté est de km. Le mode opératoire du SCP le rendant dangereux est le suivant. Quand une personne mangeant de la viande entre dans sa boucherie, SCP-006-FR va se mettre en mode actif et sortir de sa réserve pour demander au client quelle est sa pièce de viande préférée. À partir de ce moment, le sujet du test va répondre et le SCP va partir dans sa réserve pour ressortir avec un paquet, laissant la porte de la réserve ouverte. On pourrait penser finalement que le SCP va ramener le 10 bouts de viande préféré par le sujet,
Mais ce n'est pas réellement le cas parce que sinon il ne serait pas vraiment classé comme dangereux. En réalité, le bout de viande qui est apporté est le morceau issu du propre corps du sujet, c'est-à-dire par exemple s'il commande un rein, le boucher va aller du coup dans la réserve, revenir avec un paquet, mais en réalité, par un procédé qu'on ne connaît pas, il aura issu le rein du sujet de test. La personne va alors récupérer le paquet, rentrer chez elle, quel que soit le dégât que ça lui a infligé, c'est-à-dire même si la personne va demander une cervelle, donc elle va ne plus avoir de cerveau, puisque son cerveau est dans sa main, il va rester en vie jusqu'à rentrer chez lui, et du coup commencer à consommer le morceau de viande qu'il a acheté. Du coup, les personnes, comme je vous disais, vont rentrer chez elles, manger le bout de viande, et si jamais la partie qui leur a été ôtée est nécessaire à la vie, cervelle, poumon, n'importe quoi, même si bon, qui commande des poumons, bref, c'est pas le sujet, elles mourront. Si jamais une autre personne qui mange de la viande ne rentre pas dans le magasin juste après, le boucher va repasser en mode passif, et ça c'est exactement la même chose que si un végétarien rentre dans son magasin, car finalement il sait que la personne ne commandera pas de viande, et c'est la raison pour laquelle, comme je disais plus tôt, les personnes qui doivent garder le SCP et qui donc ne sont pas en danger face à ce SCP, sont du coup des végétariens. Les sujets du test furent testés pendant qu'ils étaient sous l'emprise du SCP à l'aide d'encéphalogrammes, et les scientifiques de la Fondation réalisèrent rapidement que les fonctions cérébrales liées à la prise de décision étaient lourdement affectées, mettant les sujets dans un état similaire à une lobotomie. Bien que dans les faits, ce SCP ne représente en réalité un danger que pour les personnes, du coup, qui mangent de la viande et qui rentrent dans sa boucherie, il a été montré que si jamais on attaque SCP-006-FR, il va alors sortir de sa boucherie pour poursuivre les personnes qui l'ont attaqué, et il ne s'arrêtera que si elles sont tuées, ou alors que s'il s'éloigne de plus de 150 mètres de sa boucherie, auquel cas il se retéléportera dedans. On a également remarqué que si jamais il était trop blessé, c'est-à-dire si on utilisait des armes très lourdes par sa résistance contre lui, alors il va également se retéléporter dans sa réserve et il restera en mode passif pendant une journée, sûrement du coup pour se soigner de ses blessures. En parlant de cette réserve, ce qu'il y a à l'intérieur reste un grand mystère parce que la Fondation a essayé à plusieurs fois d'aller voir ce qu'il y avait dedans, mais ça s'est toujours soldé par des échecs, voire même par des grosses catastrophes comme l'accident 001-006, durant lequel une personne du coup mangeant de la viande est entrée dans la boucherie, a demandé un morceau de viande, et alors que du coup le boucher laissa la porte ouverte, deux sujets de test végétariens essayèrent d'aller dans la réserve pour pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Cela déclencha la colère du SCP qui tua toutes les personnes présentes. Cela lui permit de fermer le rideau de la boucherie et donc d'essayer de se téléporter, créant une brèche de confinement. Il fut malgré tout stoppé par les gardes à l'extérieur qui réussirent à attirer le boucher en dehors de sa boucherie et ils réussirent à le blesser également suffisamment pour que le SCP se mette au repos pendant une journée complète dans sa réserve et donc pouvoir sécuriser la boucherie. Malgré tout, 15 personnes furent tuées ce jour-là. Il y a enfin une dernière page qui existe du coup, un dernier rapport sur la page du SCP-006-FR dans lequel on laisse sous-entendre que potentiellement il serait en réalité du coup le résultat d'une expérience menée par la Russie et potentiellement l'armée rouge si j'ai bien compris, qui avait pour but de créer un soldat ultime dévoué uniquement à une seule tâche mais que cela aurait dégénéré au moment du sacrifice de la personne censé devenir du coup le soldat ultime, et ça aurait abouti à la création du SCP-006-FR. Le prochain SCP dont nous allons parler est le SCP-140-FR, avec un niveau de menace orange, et qui est considéré comme non confiné actuellement. Il s'agit d'un homme d'environ 31 ans, présentant de grandes cicatrices équivalentes à des brûlures sur le dos, la nuque et la moitié du visage. La Fondation aurait établi qu'avant d'être dans cet état, il était le pilote nommé de la RAF AASF, tué à Dunkerque le 2 juin 1940 par la Luftwaffe. L'anomalie qu'a rencontré ce SCP est d'ordre gravitationnel, ce qui fait qu'il réagit de manière opposée à la gravité. Au lieu d'être attiré vers le sol, il est constamment repoussé vers le ciel, la tête vers le bas. Cependant, le sang ne lui monte pas à la tête comme on pourrait le croire, car tout son corps est affecté par cette gravité différente, du coup pour lui, tout est absolument normal. Ce SCP ne présente par ailleurs aucun système respiratoire ni cardiaque, et il ne semble pas également avoir besoin de se nourrir, du coup son système digestif ne fonctionne pas réellement non plus. Sa température corporelle serait environ de 14 degrés, et elle peut baisser si le climat extérieur est également plus froid. Et de ce qu'a étudié du coup les scientifiques de la Fondation SCP, c'est qu'il semble avoir des réactions à peu près normales et avoir un système de réflexion du coup similaire à des êtres humains normaux.
Par le biais d'encéphalogrammes, les scientifiques de la Fondation ont pu constater qu'il y avait une activité cérébrale présente, qu'il n'agissait pas par automatisme. L'état dans lequel il se trouve est assez similaire en réalité à un sommeil paradoxal, et bien que ses yeux soient grands ouverts en permanence, il bouge de droite à gauche de manière rapide, de la même manière qu'ils le font durant un sommeil paradoxal à nouveau. Par ailleurs, SCP-140-FR a été retrouvé au moment de sa capture dans son uniforme de pilote, et il a été constaté assez rapidement que ce vêtement qu'il portait subissait les mêmes altérations gravitationnelles. Les autres vêtements qui lui sont fournis cependant sont normaux, ce qui fait que le SCP ne supporte pas réellement les autres vêtements que le sien. Le SCP a été retrouvé le 05-08-1943 dans la gare de Dunkerque, après un signalement, et il fut capturé par la Fondation alors qu'il se baladait sur des câbles électriques de la voie ferrée. Juste après sa capture, un enregistrement de l'entretien entre le docteur Lasserre et SCP-140-FR a été fait, et je vais vous le passer dès maintenant. Depuis quand êtes-vous dans cette situation? Attiré vers le ciel, je veux dire. Vous voulez bien que je téléphone à ma mère d'abord? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Juste un coup de fil, un seul. Elle a une santé fragile, elle n'a plus que moi, mon père est mort quand j'étais petit. Je veux être sûr qu'elle ne s'inquiète pas. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Je serais pourtant enclin à penser que votre état l'inquiéterait plus qu'il ne la rassurait. Mais reprenons. Depuis quand êtes-vous dans cette situation? Depuis que mon zinc s'est fait descendre par les cheleux. Veuillez préciser. Il y a 3 ans, la RAF nous a envoyés à Dunkerque pour couvrir l'évacuation des pauvres mecs en bas que les cheleux de la Wehrmacht avaient pris en tenaille. Ça s'appelait l'opération Dynamo, et en gros on devait tenir les airs pendant que les bateaux évacuaient tout le monde vers la Manche. Oui, nous sommes au courant, mais parlez-nous plutôt de ce qui vous est arrivé à vous en particulier. Ouais, bref. Moi et 2 autres gars, on était dans notre zinc, une de ces saletés de ferry battle. C'était du suicide, les mecs en face avaient des zincs beaucoup plus rapides et mieux armés. Vous avez déjà piloté un ferry battle, Doc? Essayer de descendre un Messerschmitt quand on est dans ces trucs, ça donne l'impression de manœuvrer une armoire volante face à un canard. Bon, on était là dans cette saleté de cercueil volant, et là, quelle surprise me direz-vous, on s'est fait descendre au-dessus de la gare de Dunkerque. Par un Messerschmitt? Alors là, aucune idée. Pour être complètement honnête, Doc, quand vous êtes dans un zinc en feu, c'est pas vraiment la première question que vous vous posez. Bref, le cercueil volant était en train de cramer et nous avec. Ça continue de me faire mal, vous savez. Ça fait 3 ans et ça fait toujours mal. Et c'est bizarre, pas vrai? Parce qu'à part ça, ça fait 3 ans que je ne sens plus rien du tout. Restez concentré, s'il vous plaît. Comment êtes-vous sorti de l'avion en flammes? J'ai essayé d'ouvrir mon parachute. Cette saloperie a flambé comme une torche et j'étais déjà sorti du cockpit. Et les 2 autres mecs étaient probablement déjà morts. Et je tombais comme une pierre. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai vu le sol se rapprocher et c'est là qu'il s'est passé un truc. Quel genre de truc? Eh bien, j'ai vu des couleurs. Vous savez, quand on est petit, des fois, on s'amuse à fermer les yeux et à appuyer sur ses paupières pour faire des genres de feux d'artifice dans ses yeux. Ça ressemblait un peu à ça. Sauf que mes yeux étaient ouverts. Le sol qui s'approchait de moi est devenu plein de couleurs et de flashs comme s'il devenait des lumières et des étoiles et d'un seul coup il s'est dissous et il est devenu le ciel. Et c'était un ciel étoilé et ça n'avait aucun sens parce qu'il faisait jour quand le zinc a été abattu. Ensuite je me suis rendu compte qu'il faisait nuit, que les fils de mon parachute étaient emmêlés dans des câbles et que je tombais dans le ciel. Vous tombiez dans le ciel? Ouais, les fils étaient accrochés aux câbles et moi j'étais à l'envers, le sol était au-dessus de ma tête et le ciel sous mes pieds. Les fils étaient tendus comme si c'était le seul truc qui me raccrochait au sol, et je me suis dit que s'il lâchait, j'allais tomber dans le ciel. Vous ignorez donc ce qui a déclenché votre anomalie? Écoutez Doc, j'étais dans un zinc en feu, d'accord? J'étais en train de me cramer. Et après il y a eu ce foutu feu d'artifice de couleurs et d'étoiles, et après j'étais en train de tomber dans le ciel. Je ne sais pas vraiment de quoi vous dire de plus. Vous avez donc réussi à regagner le sol, enfin... à atteindre une surface sur laquelle vous tenir compte tenu de votre situation? Ouais, mais j'ai escaladé des fils et j'ai rampé sur les câbles du train, avec ce vide immense sous moi qui m'attirait, et j'ai réussi à atteindre un bout de la gare qui était encore debout. Ça faisait 3 ans que j'étais pas sorti de cette gare quand vous m'avez trouvé. J'avais peur, je crois. Pourquoi marchiez-vous sur les câbles lorsque nous vous avons trouvé? Pourquoi marchiez-vous sur ces câbles après avoir passé tant de temps à vous cacher? Je crois que je suis mort, Doc. Je sens presque plus rien et j'ai pas mangé depuis 3 ans. Je ne sens plus mon cœur ni rien. C'est forcément ça, hein. Je suis mort et j'aurais dû tomber dans le ciel cette nuit-là au lieu d'aller me cacher. Je voulais attendre le soir et partir vers les étoiles.
Pour confiner le SCP, du coup, ils ont fait en sorte du coup d'inverser la chambre pour que tout ce qui est censé être normalement sur le sol se retrouve accroché au plafond à l'aide de vis, vu que forcément, vu qu'il tient au plafond, il faut bien que tous ces ustensiles soient au plafond. Et pour tout ce qui ne peut pas être du coup bloqué sur place, comme par exemple des livres ou autres, ils doivent être accrochés à des chaînes à partir du plafond jusqu'au bas afin que le SCP puisse les attraper. Cependant, le 28/04/1992, après la brèche de confinement initiée par SCP-FR, la cellule de SCP-140-FR fut détruite et le SCP s'envola par conséquent vers l'atmosphère, sans que la Fondation n'ait la possibilité de l'arrêter. Il est supposé par la Fondation qu'il se trouve à présent dans l'espace en direction du petit nuage de Magellan. Ils n'ont pas du coup de ce fait tenté d'aller le chercher, vu que maintenant il est dans l'espace et que ce serait des moyens beaucoup trop faramineux, mais pour empêcher que quiconque d'autre essaye d'aller le retrouver, tous les documents au sujet du SCP ont été détruits, de manière à ce qu'on n'ait plus réellement de traces à son sujet. Il s'est cependant envolé sans son manteau, qui du coup subit toujours les mêmes effets que lui, et ce manteau a été placé à part dans un casier pour pouvoir continuer d'être étudié par la Fondation. Pour le dernier SCP dont nous allons parler dans cette vidéo, on va voir un SCP, du coup SCP-009-FR, de niveau de menace vert et classé comme sûr, donc globalement un SCP peu dangereux, mais que personnellement je trouvais intéressant, donc je vais quand même vous le montrer aujourd'hui pour pas qu'on montre que des trucs qui peuvent détruire l'humanité quoi. Le SCP-009-FR est en réalité un ensemble de créatures, à savoir un troupeau de chevreuils vivants dans la forêt. En France, ces chevreuils sont au nombre de 7, composés uniquement de femelles, désignées par l'appellation SCP-009-FR1, et sur certaines parties de leur corps, comme la tête, les pattes et la queue, des clous sont plantés dans la peau de la créature. En dehors du coup de ces clous qui sont déjà plantés sur leur corps, ce qui marque bien leur aspect unique, on remarque que du coup quand ces chevreuils se sentent attaqués, un clou disparaît ou plusieurs disparaît de leur corps pour réapparaître sur le corps de la personne ou de l'entité qui les attaque. De ce fait, ce phénomène a évidemment été étudié par la Fondation pour savoir comment est-ce que du coup ce transfert de clous se passait, et en fait ils se sont rendus compte que à l'emplacement des trous, une petite zone se faisait, qui était en réalité du coup un trou spatial, dans lequel le clou disparaît et le même petit du coup portail spatial se recrée sur la personne et le clou réapparaît, et c'est comme ça que fonctionne ce phénomène. Ils ont également assez vite réalisé que plus le danger était grand pour les chevreuils, plus le nombre de clous qui disparaissaient et réapparaissaient sur le danger était important, ce qui semble assez logique, mais surtout ils ont également constaté que c'était leur seul moyen de défense, car ils n'avaient pas tendance à fuir comme les autres herbivores ou les autres chevreuils, qui quand un danger apparaît ils vont juste s'enfuir. Ils vont se contenter d'utiliser cette attaque et ne pas spécialement bouger. Par la suite des recherches des scientifiques, ces derniers ont pu établir plusieurs conclusions. Ils ont découvert qu'une combinaison plombée empêche les clous de se déplacer vers la personne protégée, et la Fondation a donc réussi à capturer un spécimen après l'avoir endormi, les autres chevreuils n'ayant pas vraiment essayé de défendre leurs congénères, malgré le fait que certains clous aient disparu du coup de ces chevreuils. Les scientifiques ont donc mené des tests évidemment sur ce chevreuil capturé, et ils se sont rendus compte que la concentration en fer dans le sang de ces animaux était extrêmement élevée par rapport à la moyenne, et que quand un clou se téléportait du coup du chevreuil vers le danger, il laissait du coup un petit trou qui créait une hémorragie très centrée, enfin il saigne en gros, et pour reformer ce clou, dans cette zone d'hémorragie, le fer se concentre de plus en plus dans le sang, atteignant à un moment 100% et recréant du coup un clou. C'est également un système qui est utilisé par le chevreuil quand il est blessé très gravement, ou alors il va utiliser du coup ce système de fer pour empêcher de saigner trop abondamment et d'être blessé. Il a également été observé sur ces chevreuils que leurs cellules ne semblent pas subir de vieillissement, donc théoriquement elles seraient immortelles, bien que si elles sont blessées mortellement, comme un chevreuil pourrait en mourir, elles en meurent également. Cependant, le problème qui se pose, c'est que parmi du coup ce troupeau se trouvent que des femelles et il n'y a donc pas de nouveau-nés. Et du coup, les scientifiques ont tenté d'intégrer dans ce groupe un chevreuil mâle normal, donc sans clous. Mais venue la période des rutes, quand le mâle essaya de se reproduire avec les femelles, il fut vu comme un danger et il fut immédiatement tué par le troupeau. Il fut récupéré par la suite du coup par les scientifiques et la Fondation et ils réalisèrent assez vite qu'il fut transpercé de 72 clous, ce qui laisse supposer qu'il était vu comme un grand danger par les chevreuils. Du fait que le troupeau ne soit pas un danger tant qu'on ne s'y approche pas, il est confiné dans la forêt de... Pour éviter que des personnes non autorisées n'arrivent sur le site, l'endroit est interdit d'accès et entouré de grillages.
Du fait que suffisamment de tests aient été menés sur le SCP, le personnel n'a plus le droit de s'approcher du troupeau à moins de 50 mètres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce sujet des SCP vous intéresse toujours. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre du coup un pouce, un partage, un like. N'hésitez pas à me proposer des SCP pour un prochain épisode parce qu'en réalité c'est limite inépuisable comme sujet. Donc je ferai d'autres épisodes si cela vous tente. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder d'autres épisodes du Bestiaire Fantastique. Et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En attendant, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.